Bonjour, bienvenue non pas à l'atelier librairie, le livre voyageur, mais dans la bibliothèque de Jean Bouchard d'Orval qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Merci beaucoup. C'est moi l'honneur. Merci. Alors, vous avez reconnu Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalande. Alors, Jean, j'ai cru comprendre que vous commenciez vos journées non pas à l'aube, mais au cœur de la nuit. Ouais, c'est peut-être pas le cœur de la nuit, mais en tout cas, c'est crépuscule, pas le crépuscule, on peut dire l'aurore, même un peu avant l'aurore, il fait encore. Je me lève quand il fait carrément noir, mais je vais marcher quand le soleil commence même pas à sortir, mais on le voit poindre. Mais je commence mes journées généralement vers 3h30, entre 3h30 et 4h. Même Ouais. l'hiver. Même l'hiver. D'accord. Et Ouais. alors là, qu'est-ce qui se passe Ah! à 3h30 du Ça n'a matin? pas été toujours la même chose. Pendant longtemps, il ne se passait rien. Comment ça, il se passait rien? C'est-à-dire que je venais m'asseoir ici ou dans mon autre appartement, tranquille, en silence. Une séance de méditation, On peut peut-être? l'appeler comme ça, D'accord. ouais, en silence. Vraiment porté par, comment dire, cela qui donne à exister et à aimer. Ouais. Et après, maintenant, mes journées commencent d'une façon un peu plus active, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de contacts en Europe. Alors, je viens voir assez rapidement qui m'a écrit, qui et tout ça. Et je fais beaucoup de contacts avec mon ami Francesca en Italie. Comme il y a 6 heures de décalage horaire, on se parle assez rapidement. Voilà. Et souvent, c'est après ça seulement que je vais rester plus tranquille en silence. Et après, ben, là, je vais rentrer dans le travail, l'écriture. Pas de la café, lecture. pas de café. Un peu plus tard. D'accord. Mais Pas- je suis plus thé que café. Pas de radio. Ah Pas non, de non, journaux. pas de radio. Ah, par contre, j'aime beaucoup, souvent, je mets des chants grégoriens D'accord. ou des chants de Hildegard von Bingen. D'accord. C'est très joli. Pendant que je fais des choses dans la cuisine, là, je fais jouer ça, voilà. Ou si je fais un travail qui n'est pas trop prenant, hein, je vais faire jouer des choses comme ça. Mais même pas de musique classique le matin, là. Et certainement pas de radio. Ça, j'ai rien contre la radio, là, mais c'est pas le moment pour moi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que si c'est pas de la méditation, je reviens là-dessus, ce serait plutôt un genre de prière? Non, ça en est de la méditation. C'est de- Oui, sauf que pour moi, contrairement à il y a 40, 45 ans, je vois plus ça comme une pratique régulière qu'on fait à telle heure. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spontané, une habitude de qui vie. me vient, oui, ça me vient spontanément, tout simplement. Je peux regarder dehors, là, puis peut-être je me lève, je vais mettre le nez dehors, il fait noir, je m'assois, et puis voilà, ça y est, on y est. C'est pas accompagné d'aucune posture physique. Vous restez simplement Pas du assis. Je Il y a peux être pas de- assis là, je peux être assis là. Vous faites pas du yoga, autrement dit. Ah, j'en ai fait autrefois, J'en ai mais fait pas beaucoup. beaucoup, mais c'est pas tellement en tasse de thé, moi, le yoga. Pourquoi? Comme ça. J'en ai fait, mais ça me promet pas non plus. La pratique de la méditation spontanée, Oui. assis sur une J'ai chaise. fait beaucoup le pranayama, La les respiration. exercices de respiration, là, Mhm. qui agit sur l'énergie vitale, le prana. Mais ça, on parle plus de la période que j'allais beaucoup en Inde, des années 80-90. Là, oui. Là, on faisait la méditation, on peut en faire des heures par jour, même la nuit. Oui, ça c'était une autre période, C'était une autre vie. saison dans ma Ouais, vie. Il y a ouais. eu plein de saisons dans ma vie. C'est incroyable. On dirait que c'est pas la même personne. Est-ce que vous m'aviez dit que vous avez été en Inde 18 fois? Est-ce que j'ai rêvé ça? ou- 16 fois. 16 fois. Ah bon, j'ai exagéré de 2 fois. Encore une fois, que je me lève à 3 heures le matin, c'est une exagération.
Oui, c'est 3h30. Il exagère. Bon, Et 18 fois, c'est pas 18, c'est 16. Vous Voilà. savez ce que je lui dis? Il exagère, ça fait des millions de fois qu'on lui dit. Que c'est le plus marseillais des Québécois. Ah! Ouais. Et je prends ça comme un compliment. Ouais, tout à fait. Je suis pas sûre. Mais lorsque, dans tous ces séjours faits en Inde, est-ce que vous étiez en contact avec un gourou, Oui. un maître spirituel? Oui. Sauf la dernière fois, en 2016, je suis allé avec Francesca, c'était pour lui montrer l'Inde un peu. On a voyagé dans l'Inde du Nord, Delhi, Khajuraho, et les fameux temples avec les sculptures érotiques. Et Varanasi, après ça, on était là en Orissa, golfe du Bengale. Mais les 15 premiers voyages, là, à partir de novembre 82 jusqu'en mars 99, sur une période de 17 ans, j'ai passé 5 ans et demi en tout en Inde. Ah oui. Et toujours à Kullu, dans les Himalayas. C'est un temple? Dans l'Himalaya. Non, c'est pas un temple, c'est la vallée. Ils appellent ça la vallée des rois, le long de la rivière Vyas. Et c'est la province de Himachal Pradesh entre le Punjab et le Cachemire. D'accord. C'est dans les Himalayas. On peut dire les contreforts des Himalayas, mais il y a des montagnes très hautes, les deux côtés. Et il y avait un ashram là, mais on ne vivait pas dans l'ashram, on était complètement indépendants, on avait nos propres maisons, on se faisait manger nous-mêmes, il n'y avait aucun horaire, aucune obligation. Vous dites nous. Donc, tous les gens qui étaient là. C'était des Occidentaux qui étaient là? Une majorité de Canadiens. Des Québécois peut-être? Ah, il y en avait plusieurs, oui. Ouais. Des Québécois, des Canadiens anglais, un peu d'Américains, quelques Allemands, très peu de Français, beaucoup d'Anglais, des Australiens, des Norvégiens, il y en avait un peu partout, et peu d'Indiens. Et ces gens-là, enfin avec vous, vous cherchiez quoi? Oh, ça dépend. Il y en a des jeunes filles qui venaient là très tôt, qui avaient 18 ans, 20 ans, et je dois le dire, elles cherchaient encore leur père. Ah oui, bien sûr. Ouais. Psychologiquement. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Ouais. Mais je vais parler pour moi. Pour moi, j'ai été foudroyé très tôt dans ma vie. J'ai eu plusieurs expériences, même à partir de l'âge de 6 ans. J'en ai eu une autre très forte à l'âge de 12 ou 13 ans. Et après, c'est beaucoup la physique moderne plus tard qui m'a amené. Oui, vas-y. Vous étiez foudroyé par quoi? On peut appeler ça l'Esprit Saint dans notre langage, parce qu'à l'époque, la religion catholique était tellement omniprésente que les images qui me venaient, c'était... Moi, je peux le dire un peu, là, j'hésite toujours un peu à raconter ce genre d'histoire-là. C'était... je dormais pas, hein, c'était pas un rêve. Et... à un moment donné, je voyais c'était comme un océan, une mer d'huile, là, sans vagues, mais immense, sans borne. Et tout d'un coup, une lumière qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est pas le soleil qui montait, c'était une colombe. Une colombe qui avait les... Là, j'étais très jeune, peut-être 12 ans. Qui avait les ailes étendues comme ça, et qui avait la tête tournée comme ça. Puis à un moment donné, quand elle était rendue à peu près 30 degrés, là, elle tourne la tête, puis elle me regarde. Puis c'était un truc inouï. J'étais là, qui la regardait, mais j'étais là, à sa place, qui me regardait. J'étais entre les deux, j'étais partout. Mais j'étais vraiment foudroyé. Là, j'ai dit, mon Dieu, mais
on n'est absolument rien de tout ce qu'on a pensé être. Là, je suis pas ça, la tête éclate à ce moment-là, vraiment. Et j'ai retrouvé ça quelques fois plus tard dans ma vie, et notamment quand je suis arrivé à Koulou. Ouais. Alors quand je suis allé là-bas, c'était pas pour chercher comme tel, parce que j'avais entendu parler de cet Indien. Et, qui? Il s'appelle Swami Sham. Et il est mort. Et en réalité, c'est qu'on a déjà été frappé, fulguré de l'intérieur. Et c'est un peu comme une confirmation de rencontrer quelqu'un qui l'a vécu. Bon, lui-même n'avait pas mangé tout son pain non plus, on l'a su par après. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il n'avait pas mangé son pain? Des histoires. D'accord. Ouais. Il n'avait pas fini son processus, disons. Non. Et pour cause. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les histoires. Et c'était assez pénible à ce moment-là. La moitié de la chambre est sortie. C'est moi qui ai servi beaucoup à dénoncer ce qui se passait là. D'accord. Et ça n'enlevait pas non plus. Tu vois, c'est la différence entre le fait d'avoir été touché, foudroyé, je disais tout à l'heure. C'est comme si la lumière rentre dans la pièce, elle ne va pas nécessairement éclairer tous les coins mal éclairés. Alors c'est pareil, on peut avoir vu ce qu'il y a à voir dans l'existence, au-delà de l'existence, et 10 minutes après... garder cette humanité. Les conditionnements sont tellement colossaux en nous qu'on recommence à vivre comme une personne conditionnée, qui se croit une personne, qui croit être née, qui croit qu'il va mourir, qui a besoin de ceci, qui a peur de cela. Ça peut recommencer très facilement. Et c'est là qu'est le processus. Ouais. Donc ça a duré 5 ans. C'est quand même incroyable. J'ai vécu 5 ans en tout. En tout et pour tout. Mais vous avez passé 20 ans à côtoyer. Oui, c'était de 82 à 99. J'exagérais encore. Oui, un petit bon, on s'habitue, là, tranquillement. Vous allez voir, on s'y fait. Surtout les 63 premières années. Après, on est bon. Oui, puis sur les entrefaites, j'ai rencontré beaucoup de gens du VP, beaucoup d'anglais. À ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. À ce moment-là, Pour vos études? Non, c'était pas pour mes études, c'est des amis que j'ai rencontrés là-bas à Koulou. D'accord, mais les études de physique, c'était quand? Ah, ok. Mais là, c'est le début. On est obligé de reculer. Non, parce que ça, c'était... Ah, d'accord, ça, c'était... Oui, parce qu'on n'a pas parlé de votre formation. Voilà. On n'a pas parlé de votre vie conditionnée, on va dire. Oui, voilà. On n'a pas parlé de... L'histoire du personnage. Oui, allons-y un peu. Là. Bon, il est né en 1948, ici, à Montréal. Il a connu une enfance absolument heureuse, mais j'étais un enfant heureux. Traversé par quelques illuminations. Vous étiez à quelle position dans la fratrie? 3e. Donc l'enfant du milieu? Oui. Ok. Ma soeur Micheline, qui est l'aînée, que vous connaissez, elle est née en 1943, mon frère Claude en 1946, moi en 1948, Christian en 1952, puis les deux autres 1955, 1956. Voilà. Donc il y a eu 13 ans entre le premier et le dernier. Et donc, mon enfance, c'est les années 50. Ici, c'était fabuleux. Ici, les années 50, après la guerre, là, incroyable. Beaucoup de l'abondance. Ah, l'abondance. On pensait que ce serait toujours comme ça, parce qu'après la guerre, grosso modo, il n'y a que le Canada et les États-Unis qui produisaient pour le reste du monde. Bien sûr. Et qui avaient moins connu les vicissitudes et les horreurs de l'Angleterre était ruinée, la France était à moitié ruinée et à moitié ravagée, l'Allemagne était rasée, la Russie était ruinée et ravagée, le Japon était rasé. Alors, qui y avait? Et donc ici, c'était facile, la vie était facile, on pensait, nous autres, on est nés comme ça, on pensait que ce serait toujours comme ça, puis que c'était ça la vie. Et je pense qu'on pense encore ça. À quelque part, on a gardé ça un peu, là. Ouais. Surtout ma génération, là. Ben oui.
Et quelque part, on peut penser que tout nous est dû, que tout doit tomber facilement, tout ça. Bon, on a bien vu avec le temps que ça commence à changer. Enfin bref, j'ai eu une enfance très heureuse. Et mon père a beaucoup, beaucoup travaillé pour nous envoyer au collège classique. Et donc moi, comme Micheline, j'ai fait le cours classique. Elle à Regina Assumpta. Et moi au collège André Grasset, avec les Sulpiciens. Ici, pas tellement loin, là. Oui, au coin de Crémazie, Saint-Hubert. J'ai un ami qui enseigne la philo, André Grasset. Ah oui? J'ai fait une vidéo avec lui la semaine dernière. Ah bon? Oui, Martin Gagnon, qui est prof à Grasset. Peu importe. Je suis rentré à Grasset en septembre 59. Hein. Ma première journée au collège Grasset, c'est le lendemain de la mort de Duplessis. Ah ben. Ah. Vous étiez guilleret, l'atmosphère était à la légèreté. Oui, tout à fait. En tout cas, on s'en souvient comme ça. Au moins. Ben, c'est parce qu'à Montréal, c'était pas le chef-lieu des unionistes. Montréal était une ville rouge, libérale. Forteresse libérale à Montréal. Même chez les Franco. C'était dans les campagnes, l'Union nationale. Ouais. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Et là, vous vous êtes devenu un... Ok, je vais continuer. Oui, allez-y. Au début de mon cours classique, ce qui m'intéressait, les matières qui m'intéressaient le plus, le latin, le grec, le français, les lettres françaises, oui, beaucoup, l'histoire, beaucoup. C'est ce qui m'intéressait. Et j'étais nul de chez nul en mathématiques. J'ai failli couler mon année en mathématiques. C'est mon père qui m'a rescapé un peu. Sauf que quand j'ai commencé, la première fois que j'ai fait de la physique, j'ai rencontré des professeurs, un professeur, mais tellement passionné. Et je reviens encore un peu en arrière, excuse-moi, c'est décousu. Quand j'ai eu cette espèce d'expérience-là, il y en a eu plusieurs, pas le 12-13 ans. Et après ça, il me venait des flashs, et j'écrivais. J'ai tout jeté ça après. Puis là, je me disais, je ne dois pas être le seul à voir ça, là. C'est quelque chose de fantastique, mon Dieu. Et j'ai dit, quelqu'un a dû écrire là-dessus. J'ai dit, bon, ça ne concerne pas le corps, c'est l'esprit. J'ai regardé dans les livres de psychologie, mais là, je me suis embrouillé dessus, hein. Et j'ai fini par un peu mettre ça de côté. J'ai lu de la psychologie, puis j'avais besoin de quelque chose de solide. Parce que ma passion, je dois le dire, là, ma grande passion dans toute ma vie, qui m'a porté toute ma vie, c'était une curiosité insatiable, énorme. Je voulais savoir c'est quoi. C'est quoi? Tout ça, là. Oui. Tout ça, c'est quoi? Oui. Y compris moi. Oui. Alors là, à un moment donné, la physique est arrivée dans ma vie. J'ai dit, waouh! Ça, c'est du solide. Des réponses. Je vais avoir des réponses, puis c'est du solide parce que la physique, c'est une science solide avec des preuves. Tout est solide, là. Alors, puis j'ai eu un prof qui m'a... on marche beaucoup par émulation quand on est adolescent. Là. Ça prend des fois un professeur pour t'orienter. Alors, ça en prend quelques-uns pour te sortir du système. Aussi. Alors là, du jour au lendemain, j'ai tellement adoré la physique que je suis passé du plus nul au meilleur du collège en mathématiques. Oui. Oui, du jour au lendemain, tu vois. Par amour, on fait plein de choses qu'on ne ferait pas par discipline. C'est évident. Voilà. Oui. La preuve est là. Alors là, j'adorais. On excelle dans ce qu'on aime, surtout si on n'est pas complètement idiot, là. Et donc, tu vois, il y a déjà eu un changement complet presque au milieu de mon cours classique. J'étais orienté plus vers les langues, la littérature, etc., l'histoire, puis tout d'un coup, la physique. De littéraire, on passe scientifique. Ouais. Et puis là, je me suis inscrit à la Faculté des sciences, Université de Montréal.
Je suis rentré en 67, j'ai fait mon bac en physique pure. J'adorais. J'en mangeais de la physique. D'ailleurs, si on veut aller quelque part en physique, on doit faire que ça, ou presque. C'est un peu pour ça que je ne suis pas allé jusqu'au doctorat. J'avais commencé la maîtrise, puis après, je voyais les gens qui s'inscrivaient, qui finissaient le doctorat et qui devaient aller vendre des appareils électroniques pour vivre. Je dis, mon Dieu, c'est pas la peine, là, franchement. Parce que pour avoir un travail vraiment intéressant, il fallait être le meilleur d'une grande université américaine, là, comme Caltech, puis UCLA. Ce qui est encore le cas dans nos universités québécoises, peu importe Ouais. les disciplines, il faut être diplômé d'une grande institution étrangère. Ouais. Alors j'ai dit, OK, il faut faire un compromis, je vais le faire moi-même tout de suite. Je suis allé à la Polytechnique. Je suis allé en génie électrique, et puis pour tout ce que j'avais fait en physique, ils m'ont crédité la moitié du cours de génie électrique, et même plus, ce qui était contraire à leur règlement. D'ailleurs, au début, ils m'ont donné la moitié, c'était leur règlement. Puis 2 trimestres plus tard, je suis retourné au bureau, comme il n'y avait rien de trop électronique à l'époque. J'ai dit, regardez, les cours, c'est la même chose. Ah, ils m'en ont crédité plus. Ils ne sont pas aperçus qu'ils sont allés au-delà de leur propre règlement. ça a été plus vite que je pensais. Voilà, il faut essayer. Hein. Ben oui. Oui. Et puis, et puis là, j'ai commencé à travailler comme ingénieur électrique pendant quelques mois pour Norton Telecom, qui est devenu Norton Electric. Puis là, au bout de quelques mois, Hydro-Québec m'a appelé. C'était facile à l'époque, se faire engager. Ils se battaient sur le campus pour venir nous chercher. Alors, je suis allé à Hydro-Québec, j'ai commencé à travailler pour eux. Et après une couple d'années, j'ai décidé de retourner à l'université pour faire la maîtrise en génie nucléaire. Parce que là, on annonçait que le Québec allait se doter de tout un chapelet de centrales nucléaires le long du Saint-Laurent. J'ai dit, OK, l'Hydro-Québec me payait le cours, j'étais employé d'Hydro, et je recevais mon plein salaire durant l'été. J'avais tous les avantages, ils étaient obligés de me reprendre. Moi, je n'étais pas obligé de retourner pour eux. J'aurais pu aller travailler pour Énergie atomique du Canada, et même Hydro-Ontario. Avez-vous une position sur le nucléaire? Est-ce que parce que le Québec a mis fin à ce projet-là, hein, comme vous le savez. Oui, ils ont mis un moratoire au moment Ouais. où j'étais là en énergie nucléaire. J'étais en planification à long terme. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Avez-vous écoute, un avis là-dessus? C'est une énergie très très peu polluante. C'est probablement l'énergie la plus sécuritaire. Ça va surprendre des gens. Mais tu sais, c'est comme l'avion. Hein? Il arrive un accident d'avion, c'est spectaculaire. Tout le monde en entend parler dans le monde. Mais c'est pareil avec les accidents nucléaires. Bien sûr. Ouais. Tu sais, il y a eu 3 Mile Island. Après, il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl, c'était costaud, par exemple. Ouais, mais ça, c'était le système soviétique, des grosses erreurs humaines. Et même Fukushima, on a su que c'était une erreur humaine. Hein? Bien sûr, oui. Qu'ils n'ont pas écouté ce que l'ordinateur leur disait. Ils ont été chanceux, les vents soufflaient du bon côté. Là. Mais globalement, vous Globalement, dites que vous seriez plutôt favorable à son utilisation. Oui, ce que je n'aimais pas de l'énergie nucléaire, c'est que c'est une grosse affaire. Personne connaît le fonctionnement d'une centrale nucléaire au complet, tellement c'est complexe. C'est pas possible. Tu vas connaître la partie nucléaire, mais il y a la partie électrique, il y a la partie... refroidisseur. Oui, la partie thermodynamique, c'est extrêmement complexe. Donc ça demande c'est lourd. Alors, vous avez été ingénieur nucléaire pendant quelques années, mais à quel moment apparaît la nécessité de faire les 23 livres que vous avez publiés? Ah oui, ben là, ça a commencé que... Qui s'appuient sur quelques traditions quand même, dont celle des Indiens, avec les Upanishads. Comment on arrive d'ingénieur nucléaire à Hydro-Québec, tout à coup, vous aviez déjà un historique de révélation, si je peux dire? Oui, mais il y a 3 choses, je dirais, qui m'ont amené à une réflexion plus
profonde, plus directe sur l'existence en général, sur moi-même. Premièrement, comme je disais, j'ai été élevé dans la religion catholique. Au milieu des années 60, comme tout le monde, on a vidé les églises. Et puis, je m'étais dit que, mais un jour, j'y reviendrai, ça, là. Mais pas moi-même, non. Et j'y suis revenu à la fin des années 70, là. J'ai relu des évangiles. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais je voyais clairement, mais ça, c'est wow! Et ça a été rapporté, ça a été rajouté. Ça, c'est pas vrai, ça se peut pas. Je voyais beaucoup clairement, là. Ça me sautait aux yeux. Et puis, beaucoup aussi, la physique pure. C'est pas le fait de... Je suis pas passé d'ingénieur, je me suis jamais vu comme un ingénieur. D'accord. La physique moderne, la physique, c'est-à-dire quand je dis physique moderne, je parle de la relativité. J'étais fasciné par la relativité générale. J'ai suivi, même après mon cours en physique, je suivais des cours comme étudiant libre à l'Université de Montréal. J'ai étudié ça à fond, la relativité générale. J'étais fasciné, la gravitation, les trous noirs, tout ça. Mon Dieu! Et beaucoup la mécanique quantique. Et ça, là, ça m'a emmené très loin. Parce que la physique, comme toutes les sciences, repose sur un postulat qui est non écrit depuis des siècles, à savoir que l'univers serait fait de choses qui existent concrètement, séparément les unes des autres, et séparément de l'observateur. Or, la physique, qui est peut-être la science la plus pure et dure, là, dans ce sens-là, il y a 100 ans, nous a dit exactement le contraire. Si on a bien compris l'observateur la base influence. de la mécanique quantique, il n'y a pas de choses dans l'univers. C'est nos images. Les électrons, les protons, etc., c'est dans la tête des physiciens. C'est clair. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant du niveau du bac doit avoir réalisé ça. Et pourquoi on continue à vivre comme avant? C'est ça qui est intéressant. Oui. Parce que comprendre ici, puis comprendre ici, c'est pas pareil. Il faut vraiment le vivre, le sentir dans sa vie. Parce que quand on est des êtres d'émotion, c'est les émotions qui guident nos vies. C'est pas la tête. C'est l'émotion qui va nous faire des choses. Jamais la tête. La tête va nous empêcher d'en faire parfois. Heureusement. Des fois, la tête est un garde-fou. Oui. Et puis des fois, non, pas du tout. Ouais. Et, mais c'est pour ça que ça ne suffit pas. Mais bref, la mécanique quantique m'a amené beaucoup vers une réflexion. Et le troisième élément, c'est ma vie personnelle. Que j'ai toujours eu tout ce que je voulais avoir dans la vie, ou à peu de choses près, là, sans exagérer. Vécu dans un bon pays, tranquille, j'ai eu des parents merveilleux, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une bonne éducation, j'ai fait ce que je voulais. Les années 70, j'avais un bon travail, j'étais bien payé, des amis, des voyages. Puis à un moment donné, j'étais toujours pas... J'étais aussi vide, je me sentais vide comme avant. J'ai dit, j'ai tout, puis il me manque tout. C'est qu'est-ce qui me manque? Comme ça, il y a... Voilà. Voir que cette recherche-là est sans fond. Que tout ce qu'on peut attraper dans la vie, on sera toujours insatisfait. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que ce qu'on cherche profondément dans la vie, c'est pas en avant de nous quelque chose à saisir. C'est derrière nous, c'est ça qui nous fait chercher. C'est ça qu'on cherche. Et que tout ce qu'on peut attraper est borné. Et ce qui nous fait chercher est sans borne. Alors la comparaison entre les deux fera qu'on sera toujours insatisfait. Peu importe ce qu'on attrape dans la vie, regarde les milliardaires, les gens de pouvoir, les gens qui ont tout. Ah non, c'est illimité. On sera toujours insatisfait, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait chercher est sans borne. Voilà. Donc ça, ces trois choses-là m'ont amené
des réflexions. Et là, en 80, le lendemain du référendum de 80, parce que j'avais beaucoup travaillé pour le Parti québécois à l'époque, et au référendum, et là, ça a foiré le lendemain. Tu sais, quand tu as beaucoup travaillé un projet, puis que ça tombe, et surtout quand de la manière que ça a tombé, puis j'ai vu que c'était la peur, beaucoup, tout ça, c'était vécu un peu comme une mort sur le plan énergétique. Et là, je me suis mis en marche, j'ai commencé à lire des livres de plus en plus orientés. Mais étiez-vous un lecteur avant 80, vous lisiez, vous aviez des livres, non? Vous étiez... Non, j'étais complètement dans la physique. D'accord. Ouais, jusque-là, oui. Donc, c'est un événement politique, plutôt désastreux. C'était un déclencheur, mais comme je dis, il y avait les 3 éléments dans ma vie qui m'ont poussé là. Bien sûr. Mais de 65 à 80, là, c'était la physique pure, la physique moderne qui était le combustible, là. Et après ça, là, ça a changé. C'est comme une avenue qui change de nom, tout simplement. De la physique pure, ça a changé de nom. On peut appeler ça méditation, spiritualité, peu importe. Et là, j'ai commencé à lire des livres de plus en plus orientaux. Ouais. Comme qui, par exemple? J'ai lu, ici, il y avait les livres de Placide Gabory, j'ai lu des livres d'Arnaud Desjardins. Vous avez eu Arnaud Desjardins, vous avez eu une bonne période, Arnaud Desjardins? Assez rapidement, j'ai passé à travers 80-81. Après, je suis passé à autre chose. Et je suis tombé sur un livre écrit par une Québécoise qui avait un centre dans les Laurentides à Val-Morin. Je suis allé là, et ça m'a plu. Et je suis allé tous les week-ends. Là, on faisait du yoga, de la méditation. Puis, il était en contact avec d'autres amis qui m'ont référé à Koulou. C'est comme ça que je suis allé en Inde, que j'ai commencé à aller là. Voilà. C'était qui cette dame? Elle s'appelait Élise Pouliot. Élise Pouliot, oui. Elle avait écrit La libération du mental par le Raja Yoga. Ouais. Et donc... Je pense que Fabienne a une question. Oui. Oui, et là, donc, il y a eu ces week-ends, je vais dire dans l'arrière-pays. Oui, l'arrière-pays. C'était où? Le yoga, les week-ends. Quand j'ai commencé, c'était à Val-Morin. À Val-Morin, voilà, Val-David. Ouais. Et ça vous apportait quoi? Une certaine... un bien-être, le fait d'être avec d'autres personnes qui... Une paix inouïe. La paix. Oui. Et retrouver, après un long détour dans la vie de tous les jours, retrouver ce qui m'avait touché quand j'avais 12-13 ans. J'y suis revenu après un long détour dans l'intellect, avec la physique et un peu la philosophie, parce que j'ai fait la philosophie au collège. Voilà. La question que je me pose aussi, c'est, vous avez eu une éducation religieuse? Ben oui. Et ça ne vous a jamais contenté, au fait? Non. C'était pas l'éducation religieuse qui me contentait, c'était de demeurer seul dans une chapelle. D'accord, oui. Je me trouvais très bien dans une chapelle, dans un monastère. Si j'étais seul, là, c'était fantastique. D'accord. Ça se gâchait un peu, là, avec, quand quelqu'un était là en avant pour parler. Ouais. On comprend un peu. Ouais, il y a certains prêches qui gâchent le silence. Tout à fait. Mais bon, j'ai grandi là-dedans. J'étais enfant de cœur pendant 3 ou 4 ans. J'aimais ça. Quand j'étais enfant. Et vous en aviez parlé à vos parents? De cette vision extraordinaire? Non, j'en ai parlé à personne. À personne? J'en ai jamais parlé à personne. Et pour quelle raison? Vous êtes les premiers. Non, pas vrai. non, mais... Moi aussi, j'exagère. On se comprend, donc. Et pourquoi ne pas en avoir parlé? Parce que ça paraissait bizarre et vous aviez peur d'être Je sentais que c'était trop différent de la vie de tous les jours. Puis, oui, je craignais un peu de ne pas du tout être compris. C'est incroyable comme les enfants, quand même, ont l'instinct
de ce qui est bon pour eux. Ah, ouais. Ah ben on apprend vite le dressage. Ce Ouais. qu'il faut J'ai faire, parlé- dire, ouais. pas... Ouais, Bien j'en ai sûr. parlé ni aux parents, ni aux professeurs, Ni aux prêtres. ni aux prêtres, surtout pas, à personne, ni même à mes amis. Même pas à personne, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Mais ça a dû être un très lourd secret quand même. Oui, un peu. Oui. Oui. Je ruminais en dedans beaucoup. Et vous ne vous êtes jamais demandé si c'était normal ou pas? Petit? Non. Parce que pour moi, ce que j'ai vu était tellement puissant, tellement fort, que pour moi, c'était ça la normalité. Ouais, je comprends. Ouais. Et la manière qu'on peut dire ordinaire, là, pour moi, c'est ça qui est anormal. Mm. Et là, après ça, j'ai mis ça un peu de côté, comme je disais. Je passais à travers la science, la physique, et puis par un long détour, je suis revenu là, au début des années 80. Et j'ai été très frappé à ce moment-là par un ouvrage qui a été découvert seulement en 1945 dans le désert de Haute-Égypte, à Nag Hammadi. Ouais, le manuscrit de la mer morte. Non, pas la mer morte, de Nag Hammadi. La Ah mer oui. morte, c'est autre chose. D'accord, en d'accord, 48. oui. Particulièrement l'Évangile selon Thomas, Ouais, oui, les apocryphes. qui est incroyable, parce qu'il a été découvert en 1945, donc il a échappé au tripoteur officiel Mais oui. du système. Et c'était... Tu dis ça, là, ça me parlait, wow. Puis tu peux comparer ça au taoïsme, au Vedanta, puis il n'y a pas de différence. Hein. Bien sûr. Aux écrits de Maître Eckhart, incroyable. Enfin bref, tout ça a convergé au début des années 80 et j'ai commencé à faire beaucoup de méditation. Beaucoup de lectures. Oui, beaucoup de lectures. Et c'est là que j'ai commencé à lire les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, des choses comme ça. Les grands canons indiens. Oui, voilà. Et rapidement, je suis allé à Kulu. Mais votre premier livre, vous étiez guidé par quelle nécessité intérieure Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu écrivain, vous êtes devenu auteur? J'ai toujours aimé écrire. Je comprends, mais de là à publier 23 livres, Ouais. ce qu'il y a derrière était assez puissant pour vous motiver, là. Ouais. C'est une expérience dont vous parlez dans vos livres ou c'est un désir de partager? Ça m'aurait demandé un effort de ne pas le faire. Je comprends. Ouais. Mm. Ça m'aurait demandé un effort de ne pas le faire. Le Donc, titre de c'est- votre... J'aurais dû aller contre moi-même. Je comprends. De Donc, ne pas le faire. par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le désir, Hmm. vous les portiez en vous, ces livres. Oui, on peut dire comme ça. Le premier parlait de mon expérience par rapport à la physique moderne. Ça s'appelait La plénitude du vide, que j'ai repris plus tard, complété, réarrangé différemment, sous le nom de l'impensable réalité. Qui a été republié il y a une bonne Il a vingtaine été d'années. publié, le premier a été publié par Louise Courteau aussi. Ouais. Et puis en 2007, je crois, 2008, Almora à Paris l'a repris. Et Mais tous vos... ça a été le premier, ça. ouais, Et mais après, j'ai fait d'autres livres. Très rapidement, j'ai traduit les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un grand classique. là, vous dites que vous avez traduit. Ça veut dire que vous avez appris le sanskrit. Oui, Vous l'avez appris sur Par- le ton. Comment? avec les dictionnaires. Ben, le grammaire, dictionnaire. Ouais, il y en a- on voit qu'il y a plusieurs Ah, dictionnaires. il y en a là aussi. Mais Il y en a là-bas, il y en a partout. Vous êtes encerclé de dictionnaires. Ah oui, je les ai sur mes ordinateurs en plus. oui, mais Ouais. c'est pas commun. Ben, Le c'est- sanskrit, comme ça, sur le tas, où il faut être un surdoué, où il faut être habité par une C'est pas nécessaire Un d'être désir. surdoué, il faut juste être pas trop stupide, premièrement. Et deuxièmement, il faut être passionné, c'est tout. En fait, vous, quand vous faites les Faut aimer choses, ça. vous les faites totalement. Ah oui, j'aime pas faire les choses à moitié. Et j'ai toujours aimé les langues anciennes.
Oui, Appelle pas ça les langues mortes, parce que ça n'a rien de mort. Et le sanskrit est une langue absolument splendide, merveilleuse, qui combine toutes les beautés, le raffinement du latin et du grec, mais plus encore. Bon. Et donc, je m'y suis mis par amour de la langue, mais aussi parce que ça me permettait d'avoir un accès direct au texte. Ben oui. Et donc, là, j'ai commencé à découvrir des choses. Plus tard, j'ai traduit toutes sortes de textes, du Rig Veda, la tradition du shivaïsme cachemérien, qui est une tradition magnifique, les livres de Pinavagupta, on dit quel génie. Qui n'a pas été le maître de Mircea Eliade, entre autres, Gupta, ou je fais preuve d'une sorte d'érudition un peu... 1930, il a pu en Gupta? parler peut-être, mais la tradition cachemérienne est venue connue depuis peu de temps finalement, depuis peut-être 40 ans au maximum. Là. C'était peu connu en Occident. Le Vedanta, oui, les Upanishads, ça c'était connu depuis une centaine d'années, depuis la fin du 19e siècle en Occident. Donc, j'ai commencé à étudier, à approfondir tous ces textes-là. Et ça, c'est une passion inouïe pour moi. Et en même temps, j'ai commencé à retrouver les présocratiques en Grèce. Et ça, je les ai retrouvés comment? On y faisait très bref allusion quand j'ai fait mon cours classique. On ne s'arrêtait pas ça, hein, c'était plus Platon. Bien sûr, Aristote. Oui, Aristote. Mon Dieu, le malheureux. Oui. Je pense qu'il a fait souffrir pas mal de générations, Aristote. Oui, oui. Mais il fallait le redécouvrir peut-être oui. autrement. Alors, comment je suis revenu au présocratique? En lisant Heidegger. D'accord. Martin Heidegger. Oui, qui, après la guerre, il a écrit d'une manière très différente, Heidegger. Et pour moi, ses livres les plus intéressants, c'est tout après la guerre. Et il m'a beaucoup intéressé à Parménide. Oui, c'est ce que j'allais dire, son Parménide. Parménide. Plutôt que l'être étant. Oui, et puis le premier livre que j'ai lu d'Heidegger, c'est Qu'appelle-t-on penser? Oui. Et c'est incroyable ce livre-là. Il a passé 51-52, 2 trimestres à l'université de Freiburg-Brisgau. Et il a passé un trimestre au complet à analyser une phrase de Parménide. Ça, c'est du Heidegger. Il pioche, puis il sort des trucs incroyables. Et là, ça m'a... Et comme j'avais gardé vivant le grec, hein, je m'y suis remis et ben voilà, j'ai traduit les fragments d'Héraclite. Un délice, Héraclite. Quel bonhomme. Est-ce que vos propres livres sont à portée de main? On peux aller les chercher. Oui, on pourrait prendre une petite pause, aller en chercher quelques-uns, nous les montrer. On a une pause, oui. Non, je veux dire, vous allez chercher vos livres, puis on vous attend. Oui, ok. D'accord. Ben oui, il faut les montrer, ces livres. C'est ça l'idée, c'est dans la bibliothèque de Jean Bouchard d'Orval. Ben, apportez-en quelques-uns. L'Héraclite, en tout cas. T'es petit, hein? Pas grave. C'est bon pour mon humilité d'être petit. C'est quand je suis petit que je suis à mon maximum, au fond. Que t'es ton meilleur. Ouais, je suis petit. Ouais, c'est ça. Je me sens très haute. C'est ça qu'il faut. Faudrait qu'on parle de ça. Oui, Non, toi? Oui, sans doute. Ouais. Pour moi, c'était à la Stavisca, mais... Je peux pas tous les apporter. Oh, là. quand C'est même! déjà bien. Il y en a quelques-uns, là. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ici. Ben tiens, Héraclite, ça c'était Allez-y. C'était la première version. Maintenant, il est en format poche. Aux éditions Le Relier. Aux éditions du Relier, qui à l'époque avait été fondée par mon ami Yvan Amar, qui Oui. est décédé en 99. Un splendide aphoriste, Yvan Amar. J'adorais Yvan. Il va avoir de Mon l'humour, Dieu. ce type-là. Un humour incroyable.
un esprit fin, il va en mort. Je vois. Héraclite, la lumière de l'obscur. Ouais. Ah, ouais. C'est sa femme Nadège à l'époque qui avait fait la couverture. Alors, il y a le texte grec et il y a votre commentaire. La traduction et le commentaire. Ben ouais. Ah ouais. Alors, attendez, je les ai mis dans l'ordre qui me plaisait parce qu'ils sont dans le désordre. On ne sait pas dans quel ordre. C'est des fragments. Bien sûr. Que d'autres auteurs ont cité Héraclite, ont tout recueilli ça. Puis, il y a Sri Aurobindo qui a fait aussi un Héraclite. C'est très bien. Aurobindo a bien compris Héraclite. Et Aurobindo a écrit un très beau livre sur le Rig Veda. C'est lui qui m'a intéressé parce que le Rig Veda, ça valait des textes un peu... Ça parle de vaches, de chevaux, tout ça. Puis c'est en lisant Aurobindo, The Secret of the Veda. J'ai dit, mon Dieu, mais oui, mais c'est tout symbolique, tout ça. Et là, je suis vraiment rentré là-dedans. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai écrit ça, Brûlante clarté. Ah, quel beau La titre. Révélation du Rig Veda. Je pensais de moi, merci. Attends, je vais prendre mes lunettes. La révélation du Rig Veda. Je suis aveugle sans mes lunettes. Mais oui. Ça revient toujours, garder quiconque demeure tranquille et regarde vraiment, c'est-à-dire avec passion, peut être saisi par l'évidence de ce qui nous est intemporel et sans contraire, ce qui est au-delà de toute forme de catégorie et donc inconcevable. Et voilà. C'est une pure méditation, c'est une pure fulgurance. Hein? Au fond, vous avez passé votre vie Je fais que ça. À les capter, à les saisir, à les provoquer, à les aimer. J'ai fait que ça dans diverses traditions. Ben oui. Ouais. Brûlante clarté. Allez-y avec un... Tenez. Wow. Ah ouais. Eux, imprégnés de la vérité, ils étaient les intimes des dieux, les sages anciens. Les pères retrouvèrent vraiment la lumière cachée, et maîtrisant les mantras porteurs de vérité, ils firent naître l'aurore. À part on a retrouvé le vin de vérité, on a redécouvert les dieux. C'est beau. C'est très beau. Ouais. Et puis, ça alors, je pense que c'est 2008, reflet de la splendeur du shivaïsme tantrique du Cachemire. Voilà. Alors, je me suis beaucoup intéressé à la tradition cachemirienne qui... c'est immense, ça. D'une clarté inouïe, c'est médiéval. On parle 10e, 11e, 12e siècle au Cachemire. Et les maîtres cachemiriens étaient d'une clarté, c'est incroyable. Et je me suis beaucoup donné là-dedans pendant des années. Et comme il n'y avait pas de livre qui faisait le point, qui faisait le tour, en français en tout cas, de toute cette tradition-là, les diverses écoles, j'ai décidé d'en écrire un. Au départ, c'est beaucoup mon ami Éric Barret qui m'a intéressé à la tradition cachemirienne au début des années 90. Et là, je suis vraiment rentré là-dedans. Il m'a indiqué les meilleurs textes et je suis rentré là-dedans. Puis j'ai fait ça et c'était beaucoup de travail, mais... Beaucoup de passion. Beaucoup de passion, ouais. Je suis devenu, je ne sais comment, le serviteur du grand Seigneur, Utpaladeva. Ouais. Bon. Et oui. Et puis, ça, on va venir après. Ah ouais, ça c'est venu plus tard. Ashtavak Gita, un très beau texte, déployer la lumière. Ah ouais. Beau petit texte. Ashtavak, Ashta veut dire 8, Vakra qui est replié. C'est le 8 fois un personnage légendaire qui était infirme, 8 fois infirme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est comme l'être que nous croyons être. Il est 8 fois tordu sur lui-même, ployé sur lui-même. Et le texte veut le déployer, tout simplement. Et ça appartient à quelle tradition? Toujours... C'est en Inde, Ashtavak Gita. On ne sait pas trop quand ça a été écrit. Hein, c'est l'Inde. La fenêtre couvre quelques siècles. Pour pas dire un millénaire.
Et... Bon, ah oui, celui-là sur le yoga du Cachemire, il a été publié en italien aussi. Ça, c'est la version italienne. Oui, et ça, c'est Francesca qui l'a traduit. Votre amie? Oui, elle l'a traduit, puis ça a été publié il y a quelques années aux éditions... Toi? Elle a été publiée aux éditions Méditerranée à Rome. Une belle traduction qu'elle a faite. Que vous avez pu en juger puisque vous parlez. Bon, on l'a pratiquement fait ensemble, dans le fond. Ben oui. Voilà, mais c'était beau, un sacré travail, ça. Hein? Ben, je veux bien croire. Ben oui, elle faisait ça le soir en rentrant. Là. Ah là, c'est ça, c'est votre Parménide. Et ben voilà, Parménide, au-delà de l'existence. Ouais. Ah, montrez-le, genre, qu'on puisse l'admirer, ce Parménide. Parménide, voilà. On peut lire ici. Parménide est un des plus grands sages de l'Occident. Vraiment. Son poème, un des textes les plus commentés de la philosophie de Platon à Heidegger. Parménide vécut à la fin du VIe siècle dans cette région du sud de l'Italie qu'on appelle la Grande Grèce. Initié, sage, guérisseur, poète, il était l'héritier d'une tradition millénaire, héritier d'une tradition spirituelle remontant à la nuit des temps. Il a laissé un poème dont il ne nous reste que quelques fragments, mais encore capable, 2500 ans plus tard, de réveiller les morts. Si la civilisation occidentale s'était édifiée à la lumière de la révélation bouleversante que la déesse a confiée à Parménide, puisque c'est un songe initiatique, Ouais. Il ne la nomme pas, mais c'est Perséphone, la déesse de la mort et de l'initiation. Mais il ne la nomme pas, il l'appelle la déesse. Et tout dans son poème est féminin. Y compris les chevaux qui tirent son carrosse, les filles du ciel, du soleil qui montent le chemin, la déesse Justice qui lui ouvre la porte, et c'est une déesse encore qui va l'initier. Tout ce qui est initiateur est féminin dans son poème Parménide. Plutôt que sur le rationalisme et l'individualisme des penseurs qui sont venus après lui, elle n'aurait pas pris un faux départ et ne serait pas en train de vivre la mauvaise arrivée que nous lui connaissons. Nous avions déjà en Occident tout ce qu'il faut pour édifier une civilisation harmonieuse et magnifique, mais nous l'avons laissé s'échapper. Après Parménide, le destin de l'Occident en devenir s'est assombri de façon tragique. Bon. Voilà, c'est beau. Ils sont beaux, les livres, en plus, hein? Ils font du beau travail. Ouais. Et ça c'est un peu autre chose. Civilisation profane, la perte du sacré. Ah, ça, c'est peut-être un ouvrage plus personnel. Personnel, oui, puis plus de société. Mais, bon. Non, vous êtes ambivalent par rapport à ce livre, non? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, non, parce que vous avez fait un geste... Non, j'ai adoré ce livre-là. L'idée de base, c'est pour montrer que notre mal-être collectif, même individuel, c'est pas dû, comme on le pense, là, à tel gouvernement, là, à tel pays, tout ça. C'est à la surface. Là. C'est qu'on est la première et la seule civilisation dans l'histoire de l'humanité qui ne s'est pas érigée profondément sur le sentiment du sacré, que je définis de manière très large comme étant le pressentiment très fort d'une intelligence complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qui est à la surface, de tout ce qui est visible. Voilà. On a tous ce pressentiment-là, le sentiment du sacré. On l'a tous en nous. Mais si tu regardes, toutes les civilisations se sont érigées là-dessus, d'abord et avant tout. En Égypte, en Chine, au Japon, en Grèce, à Rome, partout, même dans le monde celte, en Amérique du Sud, les Amérindiens, au Mexique, même en Afrique, partout. On est la première civilisation. Là, je parle là, dans les derniers siècles, là, qui s'est érigée en dehors de ça. Et je dis que c'est de ça qu'on souffre
d'abord et avant tout. Parce que l'harmonie ne peut pas venir de l'être humain comme tel. Il vient de ce qui est au-delà. Comme dans un évangile, à un moment donné, quelqu'un disait à Jésus, il dit, mais si c'est si difficile d'arriver au royaume, qui peut y arriver? Et il a dit, mais pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je peux prendre l'exemple, tu es en train de rêver, tu es convaincu d'être ton personnage là, du rêve, tu as les hauts et les bas de ce qui arrive, tu es plein d'émotions, de peur, de désir, et puis tu as des problèmes parfois insolubles, et tout d'un coup tu dis, mon Dieu, mais je rêvais. Et si ton rêve continue quand même à ce moment-là, tu sais que tu rêves, ben là tu es mort de rire. Hein? Ben oui. Mais c'est là que tu vois que pour le personnage, c'est pas possible. Mais pour le rêveur, il n'y a rien d'impossible. Transpose dans l'état de veille, c'est ça. Tant qu'on continue à se prendre pour quelque chose qu'on n'est pas, ça a commencé très tôt, ce malentendu dans nos vies. Au moment où on a réalisé qu'on existe, mon Dieu, j'existe, où il n'y a pas rien, où il y a quelque chose. Et tout de suite, on a conclu que c'est l'image qu'on avait déjà faite de notre corps. C'est ça qui existe. Et c'est complètement faux. Mais on peut continuer toute sa vie entière là-dessus. C'est un malentendu. Et tout notre mal-être vient de ça. Ce qui est difficile dans la vie, c'est pas les situations. C'est moi dans les situations. Toujours. Ben oui. Et c'est ça qu'il y a à voir. À un moment donné, tôt ou tard, la vie va nous forcer à voir ça, ne serait-ce qu'au dernier moment. Ouais. Donc, le phénomène de méditation est très très près de ce qu'on appelle la mort, dans un sens. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, parce que ce qui est vrai ne mourra jamais. On ne va jamais mourir. Merde. Il faut arrêter avec ça, là. On n'est jamais né, on ne va jamais mourir. Mais il faut le voir avec conviction, pas juste le lire dans des livres ou y penser vaguement comme ça. Non, il faut vraiment rentrer dedans. Là. Le grand moment, le moment tournant dans la vie, c'est quand ça fait « Ah! » Alors tout est changé. Tout est changé. Mon Dieu. Donc on serait en fait dans une illusion. Oui. C'est pas que le monde n'est pas réel. Il est réel, mais il n'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, donc d'où l'illusion. Oui, voilà, l'illusion. Maya, comme on dit en anglais. Le voile. Hein? Oui. On peut dire que c'est une sorte de voile. Oui. Ouais. Ulysse. Ulysse. Que j'ai eu du plaisir à écrire Ulysse, le voyage intérieur du héros. Bon, c'est le seul que j'aime pas trop la couverture. Oui, c'est... Ouais, ça a l'air un peu d'un magazine de voyage. De genre de voyage. Ouais. D'ailleurs, c'est Air Transat. Ouais. Bon, c'était pas mon choix, c'est l'éditeur qui a décidé. Et puis c'était qui l'éditeur? Almora, oui, toujours votre éditeur. Ben oui. Bon, et Ulysse, ben évidemment, je connaissais l'Odyssée depuis le collège. Ouais, sympathique. Mais là, je suis vraiment rentré dedans, là. Et avant d'écrire ça, j'ai relu l'Odyssée 3 fois au complet. Il est encore là, l'Odyssée en haut, là. Ah oui, Les vieux livres, là. Ouais. Ouais. Chez Garnier. Ouais. Vous avez peut-être les budets à côté. Les classiques, là. Ouais. Ouais, c'est budé, ça. D'accord. Ouais. Les 3 à gauche, là, c'est l'introduction seulement. Ouais. Alors, je les ai relus, j'ai relu complet l'Odyssée en grec, autant que je pouvais. Et là, j'ai découvert des trucs inouïs. J'ai découvert que c'est complètement symbolique. C'est métaphorique. C'est vraiment le voyage intérieur du héros. C'est le retour chez soi, le retour dans sa patrie. Même les noms des personnages disent tout. Le géant, le cyclope,
Polyphème. Polyphème, en grec, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire le bavard. Le bavard qui est dans sa caverne. Il est où le bavard dans la caverne, là? Il est ici, là. Et, la magicienne Circé, tout. Complètement symbolique. Homère était un génie. Vraiment. Tout était symbolique à cette époque-là, comme le Rig Veda, là. Le Rig Veda, ça tourne beaucoup autour d'un mythe central que la lumière, symbolique, on dit les vaches, Gao en sanskrit, Gao. On traduit les vaches. On dit les méchants, les Dasyus, les ennemis des Aryens, Arya. Oui, voilà. Les Aryens, ça c'est la swastika. Swasti, sou veut dire de bon augure, asti, il est de bon augure. Voilà, ça veut dire ça. Et c'est universel, on trouve ça en Rome, on trouve ça en Crète, on les trouve partout. Ben oui, c'est seulement à partir de la fin du 19e siècle que ça a excité un peu les racistes anglais, et qu'au 20e siècle, ça a gonflé quelques poitrines germaniques. Mais sinon, c'est une récupération immonde qu'ils ont fait de ça. C'est un symbole universel, c'est une roue de la vie, hein? C'est un symbole solaire, la swastika. Donc, où j'étais? Oui. Je disais le Rig Veda, le mythe central, c'est qu'on disait que les vaches ont été volées par les ennemis, ils ont caché dans la caverne, et le dieu Indra vient les délivrer à l'aurore. Mais c'est tout symbolique. Gao veut d'abord et avant tout dire la lumière, les rayons de lumière, et après ça veut dire les vaches. C'est étonnant, pourquoi je ne sais pas. Et les chevaux, Ashwa, ça veut dire, ça symbolise l'énergie vitale. Tellement que Shwa, c'est la respiration. Ashwa, c'est le cheval. Et partout, tu regardes le Rig Veda, c'est tout symbolique. Ça montre que l'Arien, c'est l'Arya, c'est le noble de cœur. D'ailleurs, le Bouddha, quand il a dit les 4 nobles vérités, c'est Chadvari Arya Satyani, Arya, les vérités, les nobles vérités. C'est la noblesse du cœur, c'est celui qui est pris par le cœur, qui est saisi par le cœur, qui veut savoir la vérité, qui va aller jusqu'au bout, celui qui gravit la montagne. Et l'ennemi, c'est celui qui récupère au nom de ce qu'il n'est pas. C'est comme ça qu'on vit de manière personnelle, de manière petite, de manière restreinte. C'est la restriction qui nous fait vivre mal, qui nous met dans le mal-être. Bon. Et donc, la légende, le mythe central du Rig Veda, c'est que l'ennemi a enfermé les vaches, la lumière, dans la caverne. La caverne. Et à un moment donné, il y en a un, poète védique, qui s'est échappé, je ne sais pas s'il avait trop bu à ce moment-là, il a même spécifié la caverne aux 7 ouvertures. Ah ben oui. La lumière est enfermée là. Il y a quelque chose en nous qui pleure, qui se lamente, qui hurle, qui veut sortir de l'enfermement. Presque toute notre vie est une réaction, que dis-je, une révolte contre l'enfermement. Un enfermement imaginaire, mais on y croit. Alors, on est tenu par cet enfermement-là. On y croit. Chaque matin, l'histoire se remet en marche. Ça allait bien jusque-là. 3h30, tout est parfait. Oui, jusque-là, tout allait bien. Oui. Et on recommence à se raconter son histoire. Et on ne le voit même pas. Oui, puis on ressasse. On passe toute sa vie comme ça, puis on continue d'accuser les autres, les événements, etc., de nos malheurs, les gouvernements. Et ça, c'est vrai qu'ils travaillent très fort pour ça aussi. Mais de là à les accabler. Ouais. Bon, et puis il y a eu les 12 Upanishads. Les 12 Upanishads le dernier majeurs. qui est sorti, oui.
Ça, c'est des textes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en Inde en tout cas. À cette époque-là, on est passé justement de traditions orales et symboliques à des textes plus didactiques qui enseignaient directement. Il est arrivé la même chose en Grèce avec Platon, etc. Ça a commencé à peu près au même moment que les Upanishads. Au même moment? Oui. Ah oui. Partout sur la Terre. Je pense que ça a correspondu avec au moment où l'écriture a commencé à se répandre. Eh oui. Ouais. Parce que l'Odyssée, c'était des bardes, hein, les Aèdes, qui allaient dans les châteaux forts, chez les nobles, qui racontaient l'histoire. C'était une tradition orale. Le Veda aussi, c'était une tradition orale. Et là, c'est la première fois qu'on a lu des textes par écrit. Mais Jean, jugez-vous que la technologie de l'écriture, d'une certaine façon, a pu contribuer à l'affadissement du fait qu'on a fini par être plus capable d'ériger une société sur le sacré, par exemple? Qu'on serait devenu comme des bureaucrates célestes, si je peux dire? Non, c'est pas l'écriture. Non. Je pense que c'est des cycles qui sont inévitables dans l'histoire de l'humanité. Donc on y reviendra. Oh! Il y a quelque chose de très beau qui s'en vient. Ouais. Mais avant ça... ça va être compliqué. Il va y avoir, comme dit dans la Bible, les pleurs et les grincements de dents. Oui. Il y a quelque chose qui est pourri puis qui doit tomber. C'est pourri, là, ça peut plus aller très, très loin comme ça. Mm-hmm. Ça va s'effondrer. Et il ne faudra pas verser une larme, là. Mais il y a quelque chose, on peut le sentir partout. Oui, je pense que tout le monde le sent. Il y a des très belles choses qui commencent à pousser. Tu sais, c'est comme au printemps, là, tu vois des petites pousses, là. Tu le vois partout, mais ça donne pas le ton encore. Hein? Il y a encore de la neige, mais c'est général, c'est partout. Et puis, quand c'est le printemps, les fleurs poussent partout en même temps. Hein? Pas juste dans un jardin, partout. Ça s'en vient. Mais en attendant, ce qui mène le monde, c'est des forces très obscures. Je n'ai pas peur de le dire, là. Voilà. Donc, en tout cas, les Upanishads, c'est là où on a formulé clairement l'identité entre ce qu'on appelle en Inde Atman. Atman, c'est le sentiment de... C'est le soi, non? Oui, soi-même, l'intimité de soi-même. Chacun d'entre nous, on sent, mais oui, mais je suis moi. Je suis moi, non? C'est moi. Ça, c'est Atman. On formule l'identité entre Atman et Brahman. Brahman, ça peut être l'intelligence universelle. C'est comme si la première fois, pour traduire dans notre langage occidental, qu'on aurait dit « mais je suis Dieu ». Autrement dit, ce que je croyais être, le personnage, en réalité, c'est le rêveur. Mais si tu vas dire ça aux autres personnages, ils vont te crucifier. Bien sûr. C'est ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Ouais. Ils vont t'empoisonner, comme Socrate. Ouais. Ils vont te brûler, comme Giordano Bruno et bien d'autres. Voilà. Donc, et puis, je peux suivre le dernier que j'ai sorti, là, l'Harmonie secrète, cœur de l'ancienne Égypte. Je me suis beaucoup intéressé à l'Égypte ancienne, qu'ils avaient tout vu, eux aussi. Sauf qu'au lieu de mettre la connaissance vraie dans des textes clairs, ils l'ont mis dans la géométrie sacrée, dans leur temple. C'est incroyable. Ça m'est venu en lisant un ouvrage incroyable qui est là en haut, Le Temple de l'Homme de René Schwaller de Lubitz. Il a passé 12 ans dans le temple de Luxor à tout étudier. C'est inouï. Inouï ce qu'il a sorti. Mais c'est complexe à lire. Oh, j'en doute pas. Ouais. Et donc j'ai essayé de partir de ça, et pas juste ça, ce qui me venait moi aussi, et puis j'ai écrit là-dessus aussi. C'est un de vos derniers ouvrages, celui-là? Ça fait quand même plusieurs années, celui-là. Là. Ça fait 6-7 ans, certain. 2015. Ah, quand même. 2015. 9 ans. Ouais. Écoutez, Jean, je vois
je vois sur votre table Oui. Dante. Dante. Ah. Je vais aller le chercher. Oui. Parce que je constate aussi, c'est l'édition bilingue. Ah ben oui. Alors, Dante, il faut le lire en italien mais aussi. comment voulez-vous que je fasse ça, moi? Ben oui, mais avec, faudrait que j'étudie, il faudrait que j'arrête d'être Il libraire. faudrait que tu aies quelques dictionnaires. Ben oui. Tu sais qu'en Italie, au lycée, Ils apprennent. il y a les cours de littérature et il y a 2 cours différents de littérature en italien. Un pour Dante, puis un pour tout le reste. Ah, oui. Tout le monde connaît Dante. Bien sûr. Si tu dis les premiers vers, là, tout le monde les connaît en Italie. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Ai, quanto a dire dura questa cosa che nel pensiero rinnova la paura. Ça dit tout, parce que ça décrit qu'au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure où j'ai perdu la direction, la voie droite. C'est un peu l'histoire de nos vies. Hein. Bien sûr. On s'est égaré. Et il commence par l'enfer, il va au purgatoire et le ciel. C'est sa recherche de la lumière divine tout le temps. Et à la fin... Accompagné de Virgile. Hein? Au début, c'est Virgile, et après ça, c'est Béatrice. Oui. La femme qui l'idolâtrait à Florence. On n'est même pas sûr s'il l'a vraiment côtoyé tant que ça. Elle est morte très jeune, apparemment, Béatrice. Et à la fin, c'est Saint Bernard qui l'accueille et qui prie la Vierge de lui permettre d'avoir la vision divine dans tout le dernier chapitre. Hein, il fait une prière à la Vierge Vergine Madre et Filia del tuo figlio. C'est beau parce que c'est tous des contrastes. Hein? Fille de ton fils, Vierge et mère, etc. Et puis la Vierge lui permet, à un moment donné, quand il a la vision divine, là, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit lui-même. Tout est là, dans Dante. Et les 3 sections, il y a 33 chants dans chaque, sauf le premier, il y en a 34, mais le premier, on peut dire c'est une introduction. Il jouait beaucoup sur les chiffres Dante, 3 fois 33, et avec un de plus, ça fait 100. Il jouait beaucoup sur le chiffre 3 et le chiffre 7. D'ailleurs, c'est pour ça que René Guénon a écrit un petit ouvrage qui s'appelait L'ésotérisme de Dante. Ah, d'accord, c'est donc ça. Oui, il en parle un peu là-dedans. Là. Et le dernier mot, autant de l'Inferno, le Purgatorio, le Paradiso, le dernier mot, chaque fois, stelle, les étoiles. Mm-hmm. Parce que même dans l'enfer, il aperçoit la lumière. Mais c'est inouï Dante, parce que ça veut dire qu'au plus profond de notre malheur, la lumière n'est jamais absente. On peut toujours pressentir la lumière dans notre vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous fait savoir qu'on souffre? C'est la joie, dans le fond. Par comparaison, comment on fait pour savoir? Parce qu'on sait intimement ce que c'est que la joie. Ben oui, c'est le parfum de ce qu'on est vraiment. Alors, ça finit... Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « La maturité de la joie ». Ah, je vous le recommande. Ouais. Alors, ça finit, dernier vers, « La mort che muove il sole et l'altre stelle ». L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Mais le soleil, c'est pas juste le soleil physique, c'est le soleil est ici et les autres étoiles, c'est ici. C'est l'amour qui meut tout ça. Ah, c'est beau, Dante, on peut en parler. On a fait un séminaire au complet à un moment donné en France, Francesca et moi, là-dessus. C'est beau comment elle parlait de Dante. C'est elle qui m'a réintéressé à la commedia, parce qu'elle l'a beaucoup étudié. Hein. Et après, j'ai beaucoup regardé la série de vidéos de Roberto Benigni sur Dante. Il a fait toute une série sur la RAI, la télévision italienne. Ça s'appelle Tutto Dante. Il pouvait réciter par cœur les chants entiers. C'est incroyable. Benigni, il aurait pu faire des annonces pour Duracell. Là, bien sûr.
Oui, bien sûr. Oh, ouais. Une passion inouïe sur la Piazza San Croce à Florence. Il y a des milliers de personnes, puis ça passait à la télévision. Mais il y avait une passion, une énergie. C'est beau, c'est inouï. Donc, oui, je pense que j'avais un livre à garder, là. Il serait sur la liste des finalistes, en tout cas. Ben oui. Ben, Jean, je vous remercie de nous avoir accueillis. On va... Ah ben, c'est un plaisir. C'est vraiment super. On a plein d'idées, on a plein d'images, on a plein de désirs de lecture aussi. Franchement, notre désir de lecture est inapaisable et il ne sera pas apaisé ce soir, visiblement. Ah oui. Ouais, moi aussi, j'étais contente. Vraiment. Moi aussi. C'était vraiment une joie. C'est une belle idée de faire ces entretiens-là, vraiment. Ah, puis on aurait pu parler longtemps parce qu'il y a beaucoup d'autres traditions. Bien sûr, bien sûr. Mais on va revenir dans 6 mois, si vous voulez. Ou alors... Le bouddhisme Chan en Chine. Ça serait très bien d'avoir une conférence à la librairie aussi. Ah, peut-être, oui. Pourquoi pas. Si ça vous dit. Oui, pourquoi pas. De parler de tout ça et puis de redonner un peu d'espoir à certains. Ah, pourquoi pas. Ben oui. Volontiers. Eh ben voilà, nous étions le 25 juillet 2024. J'ai omis de dire la date en début de vidéo. Et nous sommes dans la bibliothèque de Jean Bouchard Dorval qui nous a si aimablement accueillis. Oui, vraiment. Aimablement accueillis vous-même. T'appuies pas où il faut, Bruno.